Salut à toi public, dans cette vidéo qui va traiter finalement du modèle de l'atome au cours du temps qui a évolué. Donc un modèle, c'est une représentation qui permet d'expliquer finalement des phénomènes qui sont visibles. Un modèle, c'est dans le cadre de l'atome quelque chose qui va permettre de représenter, de se faire une idée d'une entité qui est très petite et non visible à l'œil nu. Donc ça commence il y a à peu près 5 siècles avant Jésus-Christ avec Démocrite, qui a l'idée de que la matière est constituée de toutes petites entités insécables, qu'on ne peut pas couper. Insécable, ça veut dire qu'on ne peut pas couper, et c'est d'ailleurs l'étymologie du mot atome. Atomos, en grec, ça veut dire qu'on ne peut pas couper. Donc il a eu déjà la géniale idée, je trouve, de se dire, on peut casser un caillou en toute petite entité, on retape dessus, et au final, à un moment donné, on va arriver sur une entité extrêmement petite qu'on ne pourrait plus casser. Donc pendant longtemps, ce modèle il est resté quasiment inchangé jusqu'à le début du siècle dernier avec Monsieur Thomson. Alors, au début du siècle dernier, on s'est aperçu qu'on pouvait extraire des charges négatives d'un atome. Il existait des charges électriques sur ces éléments. Or, il y avait quand même l'idée de l'électroneutralité, c'est-à-dire que ces charges électriques, quand elles se déplacent, elles engendrent des courants électriques, et que lorsqu'on touche la matière, il n'y a pas forcément de courant électrique. Donc il fallait qu'il y ait une compensation de ces charges électriques qu'on arrivait à arracher. Donc d'où l'idée du modèle de Thomson. Le modèle de Thomson, qu'on appelle aussi le pudding de Thomson, est représenté là-dessus. Alors, il faut imaginer dans ce modèle-là que les petits points violets qui sont ici constituent les électrons, qui sont chargés négativement, on va en reparler dans une prochaine vidéo, et que ces électrons sont piégés dans une espèce de matière qui, elle, serait positive. Et que finalement, la globalité de cet atome resterait électriquement neutre. Ensuite arrive une expérience de Monsieur Rutherford qui lui a tiré des particules alpha. Alors les particules alpha, ce sont des noyaux d'hélium, à travers une feuille d'or, et il s'est aperçu que ces particules alpha traversaient la feuille d'or sans presque jamais être déviées. Il y en avait 99,99%, je crois, de mémoire, qui n'étaient pas déviées. Donc le modèle de Thomson ne pouvait plus être cohérent, parce que si tu tires une particule à travers un ensemble d'atomes qui ressemble finalement à ce pudding, à cette espèce de cookie, on imagine bien que la particule alpha n'arriverait pas à traverser. Donc le Rutherford, lui, il est parti sur un autre modèle qu'on appelle un modèle lacunaire. Lacune, c'est avoir des manques. Donc en gros, le modèle lacunaire, c'est que cet atome, qui est représenté ici par le cercle, qui est modélisé ici par le cercle gris, il serait essentiellement constitué de vide, et que les particules qui finalement existent au sein de cet atome occuperaient une place qui serait extrêmement faible, avec au milieu un noyau, voilà, le noyau qui est ici, qui serait chargé positivement, et autour des électrons qui se déplaceraient de manière un peu désordonnée sur des orbitales autour de ce noyau. Arrive ensuite Monsieur Bohr. Monsieur Bohr, lui, a constaté qu'il y avait des interactions entre la lumière et la matière, que certains éléments étaient capables d'absorber certains rayonnements et capables de les réémettre. Donc il s'est dit, est-ce que les électrons ne seraient pas rangés sur des couches, comme finalement un système planétaire, c'est avec le Soleil au centre, et les électrons qui graviteraient entre guillemets sur des couches. Alors ça, ce modèle planétaire, il a permis d'expliquer beaucoup de choses. Alors si on parle de l'excitation de l'atome ici, eh bien si on excite l'atome, les électrons ici changeraient de couche. Voilà, ils changeraient de couche. Celui-ci, il s'est transféré d'une couche à l'autre, et ça permettait d'expliquer, ce modèle-là, la capacité qu'avaient les éléments à absorber de l'énergie et à les restituer en émettant un rayonnement électromagnétique, à savoir de la lumière. Aujourd'hui, on a un modèle qui est un peu plus complet de la physique moderne, avec un noyau au centre. Alors ici, il y a un zoom sur ce noyau. On voit que ce noyau, il est constitué de différents éléments. Ce seront les neutrons et les protons. Alors, plus exactement, on appelle ça, ils font partie de la famille des nucléons. Nucléon, ça ressemble un peu à noyau. Voilà. Ils font partie de la famille des nucléons, que ce noyau occupe toujours finalement le centre de l'atome, et que les électrons, eux, se déplacent de manière
a priori complètement aléatoire. On voit ici un mouvement qui est complètement désordonné. Ceci dit, la physique moderne prévoit que ces électrons ont des probabilités de présence plus importantes à certains endroits qu'à d'autres. Alors ici, la petite application nous permet de faire le cumul des probabilités de présence, donc je vais cliquer dessus, et on s'aperçoit que finalement, ici, il existe une zone dans laquelle la probabilité de présence des électrons est plus importante. On dit que la densité de probabilité de présence des électrons dans cette zone-là est un peu plus importante. Donc cette vidéo-là, elle cherche surtout à te faire comprendre que ce modèle de l'atome a évolué au cours du temps, et ce qu'il faut en retenir aussi, c'est que ce modèle, un modèle, ça permet d'expliquer des phénomènes observables et finalement de se faire une représentation simplifiée de la réalité. Voilà, donc après, évidemment, il faut aussi retenir les différents constituants, hein, c'est les charges négatives qui sont autour du noyau, qui sont les électrons, le noyau qui occupe le centre de l'atome, qui est constitué de protons, de neutrons. Cette famille protons-neutrons, c'est ce qu'on appelle les nucléons, mais on va y revenir dans une prochaine vidéo.